Sur le brouillon, vous avez les projections, C3 perpendiculaires, C3 parallèles. Ça donne quoi en projetant? En projetant somme des égale M1 sur l'axe vertical, ça vous donne plus C3 perpendiculaires, descend, moins C2, moins PB égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe vertical. Donc la projection de l'accélération qui est dans ce sens-là, dans cette direction, sur l'axe vertical, donne 0. C3 perpendiculaire moins C2 moins PB égale 0. OK. Maintenant, donc finalement, C3 perpendiculaire que je cherche, c'est égal à C2 plus PB. Lui, je le connais. Lui, je le connais parce que C2, c'est petit mg, PB, c'est grand mg. Donc la totale, ça me donne 50 newtons. Ou bien vous donnez la valeur que j'ai trouvée, le 20 que j'ai trouvé, plus les 30 que j'ai trouvé, et bien je trouve 50 newtons. Mais je vous conseille, avant de répondre à une question qui demande une valeur numérique, d'écrire la relation littéralement, بالحروف. Donc vous écrivez C3, c'est C2 plus PB. Vous avez déjà que C2, c'est petit mg et que PB, c'est grand mg. Vous écrivez que c'est petit m plus grand mg, vous l'encadrez. Comme ça, si jamais je ne vous le souhaite pas, vous vous trompez dans les calculs, vous avez une formule juste et des calculs faux. Vous avez à peu près la moitié de la note. Mais si vous écrivez directement C2 plus PB, que vous écrivez 30 plus 20, c'est 50, au lieu de mettre 50 comme ça, vous mettez, je ne sais pas moi, par exemple, vous trompez, vous mettez 40, vous n'aurez pas la note pour la relation littérale. Parce que vous avez dit C2 plus PB. Ok, d'accord. Mais je ne connais pas la formule. Donc, essayez de, en résolvant, d'abord d'écrire une relation littéralement, vous l'encadrez, ensuite vous écrivez application numérique, ça donne 20 plus 30 ou 10, 2 plus 3 multiplié par 10, ça donne 5 plus fois 10, 50, comme vous voulez. Et donc, voilà, vous avez le C3 perpendiculaire, donc je pourrais le tracer. Il me faut le C3 parallèle. Alors, vous avez toujours que quand on projette selon l'axe horizontal ou vertical, on doit toujours utiliser la relation qui relie C3 parallèles et C3 perpendiculaires. Or, comme le corps est en mouvement, parce qu'on est à 60 secondes, le corps B commence à se déplacer, il s'est déjà déplacé depuis 50 secondes, donc j'utilise le coefficient de frottement dynamique, MUD, qui est égal par définition à ces trois parallèles sur ces trois perpendiculaires. Lui, je viens de le calculer, c'est 50 newtons, c'est petit m plus grand mg, ben, ça veut dire que ces trois parallèles, c'est MUD, ces trois perpendiculaires. Regardez ce que je viens de vous dire. On écrit d'abord la relation littéralement. Ces trois perpendiculaires, c'est petit m plus grand mg, il est là. MUD, il est là. J'encadre et je fais le calcul. Ça, c'était 50. Et ça, je crois que c'est... alors, pour passer de 50 à 20, voilà, je crois que c'est 0,4, hein, pour que ça nous donne 20. Donc, MUD, c'est 0,4. J'ai fait l'application numérique, je trouve 20 newtons. Et comme la question, c'est déterminer puis tracer les forces, normalement, à ce stade, je n'ai pas besoin de calculer ces trois modules. Pourquoi? Parce que si je trace ces trois perpendiculaires, c'est 50 newtons. Avec l'échelle qu'on m'a donnée, 1 cm représente 10 newtons. Ça me fait 5 cm. Et ces trois parallèles qui est égal à 20 newtons, ça me fait 2 cm. Je n'ai qu'à faire la somme vectorielle et je trace ces trois. Sauf que la question, elle est claire. Déterminer, puis représenter les forces appliquées à PB. Alors, les forces appliquées à PB, ce n'est pas ces trois parallèles et ces trois perpendiculaires. Si vous préférez, c'est C3. Donc, j'écris quand même la formule. C3, c'est racine carrée de C3 parallèle au carré plus C3 perpendiculaire au carré et je calcule le module de la force. Et je trouve ça, je l'encadre. J'aurai la note concernant le C3 et pour le dessiner, ce n'est pas la peine de me casser la tête, je fais la somme vectorielle de ces deux composantes qui d'ailleurs, c'est très important de les tracer en pointillé. Parce que si vous ne les tracez pas en pointillé, ça voudra dire que le corps B subit ces trois parallèles et ces trois perpendiculaires et ces trois. Alors quand vous tracez les composantes en pointillé, on comprend que ce sont les composantes de ces trois. Donc attention, si vous tracez les composantes d'une force, vous le faites en pointillé. Donc vous avez ces trois. Si vous pouvez d'ailleurs, vous tracez 5 cm par là et 2 cm sur une valeur comme ça. D'accord? Ça veut dire que ça va faire 5,38 à peu près 5,4 cm. Donc si vous faites bien les choses, si vous mesurez à la règle ça,
vous allez trouver 5,3, à peu près 5,4 centimètres. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions concernant. Attendez, je remonte. C'est quoi mieux 2 minutes. Attendez, on lève la main. D'accord? C'est bon. Donc, on a répondu à toutes les questions sur l'exercice. Oh là là, on est en retard là. Sur l'exercice 10, 8. Alors, posez votre question, monsieur, rapidement. Dire que vous étiez dans le ciel, dans la lune, et hop, vous êtes arrivé au TD. Mais là, on est en train de traiter. Elle est belle et vous êtes sérieux, je vous ai vu. On est dans l'exercice 8. L'exercice 8, تقراو l'énoncé. Exercice 8. هاني حكمتو في la série. Je lis l'énoncé. Quand vous arrivez en TD, essayez soit de ramener avec vous en même temps la série, soit vous êtes en train de travailler sur l'ordinateur, le portable, ce que vous voulez, téléphone, vous travaillez en parallèle, ou le djibou ma'akoum la série imprimée pour que vous puissiez suivre l'énoncé de la série. Alors, exercice 8. Le contact corps-B-table est caractérisé par les coefficients de frottement statique mu S égale 0,5 et dynamique mu D égale 0,4. Donc, je répète, coefficient de frottement dynamique. Mu D, c'est le coefficient de frottement dynamique. D'accord? Est-ce que vous avez fait dans le cours? Non, j'ai pas entendu. Très bien. Donc, ça va, vous avez compris. Ninja mu D. C'est le coefficient de frottement dynamique. Quand il y a des frottements, quand on est en situation de rupture d'équilibre, comme dans la question 1, on voulait l'instant exact T0 où il y a rupture d'équilibre, c'est-à-dire juste avant, il était en équilibre et juste après, epsilon, après de temps, il commence à bouger. Ça, c'est une situation critique, c'est une limite d'équilibre. À ce moment-là, on définit, c'est la définition du coefficient de frottement statique, mu S. S pour statique. Par contre, dès que le corps commence à se mouvoir, commence à bouger, il est en mouvement. Et là, donc c'est dynamique. Dynamique, ça veut dire que ça bouge. Statique, ça ne bouge pas. Dynamique, ça veut dire que le coefficient de frottement est différent, sa valeur est différente. Elle vaut mu D. Les mesures ont montré que à la rupture d'équilibre mu S est différent de mu D qui est le coefficient de frottement quand le mobile ou le corps est en mouvement. Et d'ailleurs, on sait, et on va le voir dans l'exercice prochain, on va l'utiliser, que le coefficient de frottement statique est toujours supérieur au coefficient de frottement dynamique. Je vous renvoie à votre cours, monsieur. Si vous avez des questions concernant ça, allez, vous pouvez les poser physiques concernant le cours, soit à votre chargé de cours, soit au chargé, ça ne me dérange pas que vous les posiez, en dehors du TD, bien sûr. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Allez, on passe rapidement. Pas de questions sur l'exercice 8. Je pose la question à tout le monde. Bon, je passe rapidement maintenant à l'exercice. Je vous l'ai dit la fois passée, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On traitera l'exercice 10. D'accord? Donc, je précise que, autorisé, très bien. Je précise que le corrigé de l'exercice 10, ce n'est pas moi qui l'ai fait, personnellement, chez Anna personnellement. C'est la coordination des enseignants de MI qui nous l'ont remis l'année passée. Donc, c'est un des enseignants du MI l'année passée qui l'a fait. Il est bien fait, je me suis dit, allez, je l'utilise. Sauf quand il y a besoin de donner plus de précision sur le dessin, surtout des forces. Et là, j'ai utilisé un fichier supplémentaire PDF que je vous enverrai en envoyant le corrigé. Et là, j'ai dessiné à la main les forces et tout. J'ai rajouté des développements qui vous montrent comment sont les forces pour savoir pourquoi on a mis plus, pourquoi on a mis moins. Donc, en plus de ce corrigé qui est détaillé, il n'y a pas de problème, quand j'ai eu besoin de détailler plus la question, la réponse à une question, j'ai rajouté un fichier que je vous enverrai, d'accord? Donc, tout ce qui est tapé à la main, ce n'est pas moi. Et ce que je vous enverrai de plus, on va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, on va le visualiser en partage, c'est
Là, par contre, c'est mon fichier personnel. Voilà. Donc, on attaque directement l'exercice 10. Je voulais l'énoncer que j'ai en face de moi. Bon, vous le lirez chez vous. Un point matériel de masse M glisse le long du trajet ABCD, représenté sur la figure ci-dessous. La partie circulaire AB de centre O et de rayon R est complètement lisse. Donc la partie AB, c'est une partie curviligne, c'est un quart de cercle de rayon R de centre O. Il n'y a pas de frottement puisqu'on dit que cette partie est complètement lisse. Lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Donc je récapitule, pas de frottement sur la partie AB qui est curviligne, qui est précisément circulaire. La piste BCD, ça veut dire à partir du point B, maintenant j'ai une piste horizontale, BC, qui est caractérisée par un coefficient dynamique mu D1, d'accord, 1 parce que c'est cette partie BC, et d'une autre partie CD, inclinée d'un angle alpha. Alors CD, c'est un plan incliné, mustawi ma'il, incliné d'un angle alpha. Alors l'angle alpha, c'est l'angle d'inclinaison du plan. Caractérisée, elle, cette partie CD, par un coefficient de frottement dynamique mu D2. Donc vous avez la partie horizontale BC, mu D1, coefficient de frottement dynamique, et vous avez CD qui est incliné, un plan incliné d'angle alpha, mu D2, son coefficient de frottement dynamique, c'est mu D2. Alors la question 1, en A, on nous dit représenter qualitativement les forces appliquées sur la masse M au point M, définie par l'angle θ. Alors vous voyez que l'angle θ, c'est l'angle que fait le rayon du cercle. On voit juste le quart du cercle AB. Mais en fait, le cercle, c'est quand on trace tout le cercle, le rayon du cercle. L'angle θ, c'est l'angle que fait le rayon représenté par la position du mobile de la masse M reliée au centre O. Donc, c'est la distance OM. M, grand M, c'est la position, c'est le point représentant le mobile à chaque instant. Donc, vous avez à l'instant t égale 0, le mobile se trouve au point A. Donc, l'angle θ que fait le rayon avec l'axe horizontal, eh ben, c'est 0. Ensuite, vous avez l'instant quelconque t, vous avez un angle θ quelconque et le point M le représente. Après cela, vous avez la masse M qui arrive au point B et là, il est égal à quoi l'angle θ entre l'axe horizontal et le rayon au point B que fait la masse M avec, bien sûr, par rapport au centre du cercle. Quel est l'angle θ lorsque la masse M est au point B? Très bien, c'est pi sur 2, c'est 90 degrés. Alors qu'au point A, l'angle θ est égal à combien? Lorsque la masse M est au point A, c'est 0. Donc vous avez les limites. Au point A, θ égale 0. Au point B, θ égale pi sur 2, 90 degrés. Et à un instant donné quelconque, au point M, de façon générale, l'angle c'est θ. Donc vous vous rendez compte par vous-même que l'angle θ varie dans le temps. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. C'est important parce qu'on va résoudre l'exercice en faisant attention à cette caractéristique. L'angle θ varie dans le temps. On le savait puisque quand on décide de représenter un mouvement par l'angle, eh ben, ça veut dire que c'est une variable, donc elle varie dans le temps. Alors la question, on représente les forces. La question B, je vous la lis dès maintenant. Montrez que la vitesse de M au point grand M est donnée par V égale, il y a une formule, racine de 2 RG sin θ plus VA au carré, où VA est la vitesse de M au point A et G l'accélération de la pointe. Donc on considère que la vitesse du mobile au point A, qui s'appelle VA, est une donnée initiale. C'est une donnée du problème. Donc on va nous dire à un instant donné, VA est égal à 0, ou VA est égal à 2 mètres par seconde, on ne sait pas. En tout cas, VA, la vitesse du point A, est une donnée de l'exercice. On va le considérer comme étant une donnée initiale. Mu'tayet, d'accord? Θ, c'est une variable. V, on va la calculer. Et G, bien sûr, c'est l'accélération de la pesanteur. Elle aussi, c'est une donnée. Donc, commençons par représenter les forces appliquées à la masse au point M, à la masse M au point M. Donc, on écrit la relation fondamentale de la dynamique. D'accord? Parce que le point M est en mouvement, on écrit somme des forces égale MA. Quelles sont les forces qui sont appliquées sur la masse M? C'est très simple. On commence par le poids, c'est son poids. Et le contact masse M, surface de contact. Sauf que, comme on nous a dit que c'est lisse,
Eh bien, par définition, lorsqu'il n'y a pas de contact, la force de contact est perpendiculaire à la surface. Mais comme la surface est un arc de cercle, donc ce qui est considéré à cet instant-là uniquement comme surface, c'est la tangente au cercle. Et là, à ce moment-là, la perpendiculaire à la tangente, c'est le rayon. Donc, la force de contact est tracée sur le rayon parce qu'elle doit être perpendiculaire à la surface. Et en ce point-là, la perpendiculaire, c'est la tangente et donc elle est perpendiculaire au rayon. Donc, je précise que comme il n'y a pas de frottement, que le contact est parfaitement lisse, ça veut dire que la force de contact est dirigée selon le rayon pour qu'elle soit perpendiculaire à la surface en ce point grand M. Donc rapidement, ça y est, j'ai tracé, c'est là le poids et le contact. Il n'y a pas d'autre force. Ben, c'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, on projette parce qu'on va répondre à la question B de la question 1, qui est montrer que la vitesse au point M, hein, de la masse M, est donnée par V égale racine de 2RG sinus θ plus VA carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Logiquement, on utilise ce qu'on connaît, c'est l'utilisation de la relation fondamentale de la dynamique. Ensuite, je vais la projeter, d'accord? Je regarde comment je vais la projeter, je vais comprendre. Donc, ici, je vais diminuer un peu. On va essayer de faire ça. Voilà, comme ça, on pourra voir et les forces, voilà, et les projections. Alors, regardez. P plus C égale MA, c'est très simple. Maintenant, je projette. Est-ce que je vais projeter sur OX, OY? Non, parce que c'était un mouvement circulaire. Les coordonnées les plus intéressantes, les plus propices, les plus pratiques à utiliser, ce sont soit les coordonnées polaires, soit les coordonnées intrinsèques. Et moi, je préfère utiliser les coordonnées intrinsèques puisqu'elles me donnent l'accélération tangentielle qui est reliée à la vitesse qui est donnée par dv sur dt. Et moi, j'ai besoin de trouver une vitesse. Donc, il faut que j'utilise des données qui sont impliquées, qui impliquent la vitesse. Voilà. Et l'accélération normale qui est égale à v2 sur r. D'accord? Donc, finalement, il n'y a pas mieux que les coordonnées intrinsèques. Surtout que lorsque le mouvement est circulaire, curviligne, mais surtout circulaire, c'est très simple, puisque le rayon de courbure est connu, c'est le rayon du cercle. Donc, je vais projeter sur l'axe normal. Alors, l'axe normal, c'est l'axe porté par le rayon du cercle, il est dirigé vers le centre du cercle, comme ça. Exactement comme le montre le vecteur C. Vous pouvez imaginer ici un vecteur UN unitaire qui possède une longueur égale à 1 et qui sera l'axe unitaire normal, UN, voilà. Et l'axe tangentiel, le mouvement se fait de A vers B. Donc c'est ça le sens du mouvement. La vitesse linéaire est dirigée comme ça. Donc l'axe tangentiel qui porte le vecteur vitesse linéaire est dirigé comme ça. Hein. C'est la tangente à la trajectoire. Donc c'est le vecteur qui est perpendiculaire à UN. Ce sera UT dirigé comme ça dans le sens du mouvement. Il possède une longueur égale à 1. Je n'ai pas besoin de les tracer. Oh, si vous voulez les tracer pour vous aider à projeter, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de les tracer, je les vois comme ça en tête. UN dirigé vers haut et UT perpendiculaire à UN dirigé dans le sens du mouvement, c'est-à-dire dans le sens descendant, comme ça, de A vers B. Parce que le mouvement, il se fait comme ça, de A vers B, ensuite de B vers C, et enfin de C vers D. Mais sur cette partie-là, il est comme ça, descendant. Donc UT, il est comme ça. Très bien, je vais projeter sur ces deux axes-là, l'axe normal porté par UN et l'axe tangentiel qui est perpendiculaire à UN, perpendiculaire donc au rayon, qui est porté par la tangente, et la tangente dans un cercle est perpendiculaire au rayon. Voilà. Je projette donc, regardez bien, je vais essayer de laisser la figure pour vous montrer. Alors, je projette d'abord sur l'axe tangentiel. Vous imaginez une droite perpendiculaire au rayon, comme ça, et puis un petit vecteur UT. D'accord? Sur cette droite-là, je vais bien sûr projeter la relation P plus C égale MA. Donc, finalement, je vais projeter P sur cette droite-là. Et si je projette, alors regardez le dessin. Vous avez un angle qui a deux côtés comme ça, les deux côtés de l'angle. OA, OM, et l'angle fait θ. Regardez maintenant quand je prends un vecteur perpendiculaire au rayon. L'angle, je cherche l'angle que fait le vecteur poids P
avec cette droite tangente à la trajectoire qui est perpendiculaire au rayon. Si je trace une droite perpendiculaire au rayon, j'aurai un côté de cet angle-là qui est perpendiculaire à ce côté et le côté qui porte le point qui va être perpendiculaire à celui-là. Donc ce sont deux angles égaux. زاويتان ضلعان متعامدان متساويتان. Donc deux angles pour lesquels les deux côtés sont perpendiculaires 2 à 2 sont égaux. Donc l'angle θ se retrouve ici. Si je trace la tangente comme ça, l'angle θ se retrouve ici. Donc la projection de P sur cet axe parallèle, ça va donner P cosinus θ. Parce que le cosinus, ça va être angle adjacent sur l'hypoténuse. Donc, angle adjacent que je cherche, celui-là, la projection P parallèle ou PT tangentielle, on appelle ça tangentielle parce que je projette sur l'axe tangentiel, P indice T, c'est P, l'autre, hypoténuse, cosinus θ. Parce que le θ là, c'est égal au θ là à cause du fait que les deux côtés des deux angles sont perpendiculaires 2 à 2. D'accord? Très bien. Donc, PT, P indice T, il n'y a pas d'autre force, donc c'est plus 0, égale à M à T. Attention, je projette tout sur l'axe tangentiel, c'est-à-dire même l'accélération, je la projette sur l'axe tangentiel et me donne AT. Donc P indice T égale M à T. Et bien sûr, P indice T, c'est P cosinus θ. Et P, c'est mg, la masse de la petite bille que multiplie la gravitation. Donc mg cos θ égale mat. Je passe à la projection sur l'axe vertical. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Comme la projection sur cet axe-là, elle a donné P cosinus θ. Logiquement, la projection sur l'axe perpendiculaire, qui est l'axe unitaire porté par le rayon du cercle, la projection, je l'amène ici. Sinus θ égale au côté opposé sur l'hypoténuse droite. Donc, la projection, c'est P sinus θ. Regardez, seulement, elle est dans le sens opposé au sens de UN. UN est dirigé vers le centre de courbure O, centre du cercle, alors que P indice N, P normal, sur l'axe normal, projection sur l'axe normal, est dirigé dans le sens opposé. Donc, ça me donne moins P indice N. Et le C2 est dans le sens de UN, donc ça me donne plus C. Plus C moins P. N égale M A, attention, projection de l'accélération sur l'axe normal, ça me donne une accélération normale. Donc, ça me donne C moins P sinus θ, donc mg sinus θ égale M à N. Je vais donc essayer de manipuler ces deux relations, d'accord? On me demande la vitesse. La vitesse, donc je vais essayer de réfléchir. Quelle est la formule qui me donne la vitesse? Je sais que j'ai la vitesse ici, j'ai la vitesse ici. Donc, je commence d'abord par cette relation. mg cos θ égale mat. Je vais essayer d'écrire at en fonction des données du problème et de la vitesse, parce que je cherche à trouver une relation de la vitesse. Donc, par définition, vous le savez, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps. Quand j'écris ça mathématiquement, at égale dv sur dt, ça veut dire que dv, c'est at dt. Et je remplace AT, regardez, MAT, c'est mg cos θ. Donc le m, il se simplifie. AT, d'après les projections de cet exercice, c'est g cos θ. Je l'écris. dv, c'est alors g cos θ à la place de AT, dt. D'accord? N'oubliez pas que θ dépend du temps. Donc si j'ai à faire une dérivation ou bien une intégration par rapport au temps, le cos θ ne sort pas, ne sort ni de l'intégrale ni de la dérivation. Donc, rappelez-vous pourquoi j'ai insisté tout à l'heure, regardez à t égale 0, θ égale 0, à un instant quelconque, θ égale θ, et à t, et pour la position B, θ égale pi sur 2. Donc, ça varie dans le temps. Rappelez-vous que θ varie dans le temps. Donc, j'ai sorti de cette équation première, de cette projection, cette relation dv égale g cos θ dt. D'accord? Je suis obligée maintenant d'utiliser la deuxième, ou peut-être autre chose. On va voir. Sauf que dans cet exercice, dans l'exercice, il me faut, regardez, j'ai dv et j'ai cos θ. C'est comme si j'avais deux variables. Et je vais essayer de me débarrasser du θ ou de l'exprimer en fonction du temps ou de laisser uniquement la variable. Je ne peux pas avoir en même temps la variation par rapport à θ, en même temps la variation par rapport au t, et ensuite celle de v. Celle de v, j'en ai besoin, je la laisse à gauche. Ici,
je m'organise. Est-ce que j'écris en fonction du temps ou en fonction de θ? Il est plus pratique dans l'exercice d'exprimer en fonction de θ, parce que c'est elle qu'on voit varier explicitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de penser à θ et relier θ à la vitesse. Relier θ à la vitesse. Moi, je sais que la vitesse angulaire oméga, c'est dθ sur dt. Donc, déjà, je commence à me rapprocher de la solution. Je relie θ à la vitesse angulaire. Sauf que ça, la vitesse qu'on m'a demandé, c'est la vitesse linéaire. Donc, je me rappelle que la vitesse angulaire, on l'a fait la fois passée, c'est V, la vitesse linéaire, sur R. R étant le rayon du cercle, c'est normal. Donc, si je veux, regardez bien, oméga, c'est dθ sur dt, mais je ne vais pas garder oméga, je dois travailler avec V. Donc, V sur R, c'est dθ sur dt. Ça veut dire que dt, je l'amène par là, c'est dθ sur V multiplié par R. Voilà, donc dt, c'est R sur V dθ. Regardez pourquoi je vous ai dit ça. Parce que ici, si on remplace dt par dθ multiplié par quelque chose, on vient de faire, si vous préférez, un changement de variable. Indirectement, quand vous ferez les intégrales, les dérivés ou le cours de maths concernant les changements de variables, vous verrez qu'il y a certaines conditions à respecter dans les changements de variables. Parfois, les physiciens ne sont pas très rigoureux sur les bords, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste. C'est juste que, rappelez-vous, quand vous ferez le cours en mathématiques, on est dans un module de maths, alors changement de variable, normalement, c'est l'analyse, d'accord? Eh bien, il faudra faire attention aux variables, aux conditions, sur la bijection, entre la relation entre l'ancienne variable et la nouvelle variable. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire, on ne fait pas n'importe quoi. Peut-être qu'on ne fait pas très attention, nous les physiciens, pas tous. Donc, attention. Ici, je viens de faire un changement de variable. Je viens de faire apparaître la variable θ. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour moi, quand je veux résoudre cet exercice, de me dire à t égale 0, pour cette position, j'ai le θ qui est égal à 0. Pour cette position, j'ai le θ. Et pour celle-là, j'ai pi sur 2. Mais je ne connais pas l'instant ici et l'instant ici. Donc, il vaudrait mieux que j'utilise θ parce que je sais qu'ici, c'est θ et ici, c'est pi sur 2. La variable explicite, c'est θ. D'accord? Voilà. Donc, je relie V à θ, tout simplement. Une fois que j'ai écrit ça, dv égale g cos θ dt et que je remplace dt par r sur v dθ, j'aurai donc dv. Alors, je ne suis pas en train de voir parce que j'ai un contre-jour. Donc, dv, regardez bien, dv, c'est g cos θ r sur v dθ. Sauf que je vais avoir à droite un mélange de θ et de v, et à gauche v. Donc, il faut que je ramasse les variables d'un côté v, et tout ce qui se rapporte à v, et du membre de droite, tout ce qui se rapporte à θ. Donc, v dv, regardez, dv, dt, ça va donner r sur v. Je vais avoir v dv, et à droite, je laisse uniquement θ. C'est g cos θ r dθ. Donc, g r cos θ dθ. Qu'est-ce que je vais faire? V dv, je ne peux pas manipuler des quantités infinitésimales, l'élément infinitésimal dv et dθ. Ça se voit que j'aurai besoin d'intégrer cela, parce que j'ai besoin d'avoir v. Donc, j'ai v dv, ça se voit que j'aurai besoin d'intégrer à droite et à gauche pour avoir du v et du θ. Donc, j'intègre v dv par rapport à v, c'est une intégration formelle. Donc, à gauche, j'intègre par rapport à la variable de gauche. À droite, j'intègre par rapport à la variable de droite. Donc, j'aurai l'intégrale de v dv, c'est l'intégrale de gr cos θ dθ. Gr sort de l'intégrale. Voilà, pourquoi? Parce que g est une constante et r est une constante. D'accord? Ça sort, ça doit sortir. Chez R, ça sort du signe intégral. Il reste que les variables que je dois intégrer, c'est cos θ dθ. Donc, l'intégrale de V dv, c'est RG ou GR, l'intégrale de cos θ dθ. Alors maintenant, comment savoir quelle est l'intégrale de V par rapport à V? En considérant la variable V, quelle est l'intégrale de V? Et en considérant la variable θ, quelle est l'intégrale de cos θ? Eh bien, vous avez des tableaux chez vous, hein, vous avez fait ça en terminale, en première, de la table de dérivation. Donc, vous savez que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x3, c'est 3x2. La dérivée de x à la puissance n, x étant, ça peut être une variable, v, t, ce que vous voulez. La dérivée de x à la puissance n, c'est n, x à la puissance n-1. Alors, qu'est-ce que vous faites pour connaître l'opération inverse de la dérivation, qui est l'opération réciproque aussi? C'est l'opération intégration.
Eh bien, vous faites le contraire. Vous dites, quelle est l'intégrale de 1? Eh bien, ça donne x. Quelle? Oui, allez-y. Exactement. Pourquoi? Parce que je sais que la dérivée de v au carré, c'est 2v. Donc, quelle est la chose que je dérive pour qu'elle me donne v uniquement? C'est, je dérive v au carré, mais je divise par 2 pour me débarrasser du 2. Donc, la dérivée de 1 demi de v au carré, je descends le 2. Avec le 2, ça simplifie, ça me donne v. Donc, si peut-être que vous n'avez pas encore fait l'intégration et tout, c'est le chemin inverse de la dérivation. Donc, le même tableau des dérivés, vous l'utilisez dans le sens contraire. D'accord? Vous dites, je passe de là à là en dérivant, et bien, je passe du résultat de la dérivation à la fonction que j'ai dérivée, ça me donne l'intégrale, ce qu'on appelle la fonction primitive, della asliya. D'accord? Donc, voilà, c'est une petite remarque, hein, c'est juste par rapport aux intégrales, vous ne les avez pas fait ou là, vous les avez fait. Ça, c'est la petite remarque pour vous donner une astuce pour faire vite. Donc, attention, je vous ai dit la dernière fois, je prends l'intégrale à droite et à gauche, c'est une intégrale bornée. Ça veut dire qu'elle a des limites d'intégration. Et moi, je vais essayer d'intégrer entre deux instants intéressants. Qu'est-ce qu'on me pose comme question? On me dit, trouver la vitesse à un instant, à un point M repéré par θ. Donc, je vais intégrer entre ce point et un autre point intéressant où j'ai l'information. Eh bien, je vais choisir le point A. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné dans la formule écrire en fonction de VA. Donc, pour que je sorte VA, il faut que je le mette en borne d'intégration. Je mette le point A, ou ce qui est équivalent, ce qui représente le point A, dans l'une des bornes d'intégration. Et ce que je cherche, je le mets dans l'autre borne. Bien sûr, je vous dis toujours, choisissez la borne inférieure comme étant le point de départ, la borne supérieure comme étant en général ce que je cherche. Donc, je vais intégrer entre le point A et le point M. Pour le point A, la vitesse en ce point, c'est VA. La vitesse au point M, c'est Vm, c'est celle qu'on me demande de chercher. Maintenant, quand je vais intégrer à gauche entre A et M, je n'ai pas le choix, je dois intégrer à droite entre A et M, c'est une égalité. Le θ au point A, c'est quoi? C'est θ égale 0. Et le θ au point M, c'est θ. Donc, je redescends et je vous montre pourquoi c'est sorti comme ça, d'accord? Donc, l'intégrale de VdV entre A et M, ça me donne, qui m'a colté mademoiselle, 1 demi de V2 que je dois calculer entre le point A et le point M. Alors, ça me donne la fin, moins le début. Donc, ça me donne 1 demi de V, la fin, au point M, c'est V, c'est ce qu'on appelle V, donc 1 demi de V2, moins l'intégrale qui est 1 demi de V au carré, prise au point A, ça me donne 1 demi de V au carré. Et quand je sors en facteur 1 demi, ça me donne V au carré, ou l'ahbit ou Vm, ça ne change pas, parce que ce qu'on a appelé V dans l'exercice, c'est V au point M, c'est-à-dire un point M quelconque. J'ai la formule, j'ai la formule, la valeur de V. تحبوا تحطوا 0, vous allez trouver VA. تحبوا تحطوا au point B, تصيبوا VB. N'importe quel endroit entre les deux points A et B sur le quart de cercle AB. Alors là, par contre, maintenant, on a fait l'intégrale à gauche, au membre de gauche, dans le membre de gauche. On va faire l'intégrale dans le membre de droite. يعطيك الصحة sinus θ parce que واش قلنا c'est le contraire quand je dérive sinus θ ça me donne cosinus θ معناتها intégrer cosinus θ c'est se dire واش اللي يمد لي cosinus θ quand je le dérive eh ben c'est sinus θ donc l'intégrale de cosinus θ c'est sinus θ prise attention alors j'ai قلنا خرج من l'intégrale entre le point A et le point M alors sinus θ au point M moins sinus θ au point 0. Or, sinus θ au point 0, c'est sinus 0, c'est quoi? Sinus 0. Donc, ça me donne sinus θ moins 0. Ça veut dire à gauche, on dit GR, ou la RG, sinus θ moins 0. C'est bien ce qu'on vous montre ici. 1 demi de V2 moins VA carré, c'est GR sinus θ. Donc, je نحوس V. Ça veut dire هاد الدو نجيبو منا هاد الفي A au carré نجيبو à droite وندير V carré ندير racine de V carré ça me donne V c'est racine de 2GR sinus θ plus V au carré c'est ce qu'on m'avait demandé de prouver on m'a dit montrer que ceci cela et ben je viens de montrer que la vitesse au point M quelconque que j'appelle V
ou la V au point M, hein, donc je vais aller là, l'espace chat, vous précisez ce point-là. Donc V, c'est V au point M, à n'importe quel point M. Et si vous préférez, et c'est un V de θ. C'est une valeur de V qui dépend de θ. D'accord? Ça se voit puisque c'est une fonction qui dépend de θ. خلاص خرجنا la dépendance. VA est une constante, R est une constante, G est une constante, 2 est une constante. Donc la vitesse dépend de θ. C'est logique. C'est logique. D'accord? Donc là, on nous dit déduire, je crois bien. Attendez, il faut que je lise l'énoncé. Donc vous l'avez chez vous. Moi, je vous le relis à chaque fois. Attendez. Il est où? Donc je vais essayer de me débarrasser de certaines fenêtres ouvertes pour rien. Ça nous évitera de bloquer. Non, c'est pas ça. Alors, exercice 8. Voilà. Lui, on va le fermer. Hein. Et ensuite, voilà l'énoncé. 2. Alors là, déduire l'expression de la vitesse au point B. Alors là, je vous laisse répondre vous-même. D'accord? Je connais là. V, c'est 2 GR sinus θ plus VA au carré. Donnez-moi, s'il vous plaît, dans l'espace chat, la valeur de V au point B. Je coupe, je vais enlever ce contre-jour. Alors, j'ai peut-être pas entendu. Est-ce que vous avez répondu? Alors, sinus θ égale 1. Très bien. Allège parce que θ égale pi sur 4. Pardon, pi sur 2. Pi sur 2, 90 degrés. Bah, remplacez dans la formule. Dites-le moi soit oralement, soit vous l'écrivez rapidement dans l'espace chat. Donc, la vitesse au point B, allez-y, oui. De J1 plus V1. Très bien, au carré, hein, bien sûr, au carré. Au carré. Et ce qui est donné ici, question B, regardez. En fait, c'est la C, je crois. Hein. Ils ont écrit B, mais c'est C. Hein. Voilà. Et ici, en fait, c'est écrit B est donné par, mais en fait, c'est C. D'accord? À côté, en fait, ici, c'est le point B. Voilà. Oui, non, on commence à projeter sur les axes et tout. Ici. Voilà. Ici, par exemple, on projette là, ça ne gêne pas. Quand on commence à projeter pour avoir θ, ici, c'est la question B. Et quand on a trouvé la formule, voilà, on trouve la formule qui est exprimée en rouge, c'est déduire. Voilà, comme a dit votre camarade, θ étant égal à pi sur 2 au point B, je remplace parce que j'aide la formule vous donne la vitesse à n'importe quel point sur le tronçon, sur le trajet AB, repéré par son angle θ. D'accord? Donc, le point B, il est sur le tronçon, il est repéré par θ égale pi sur 2, ça donne 1 et ça donne 2RG plus VA au carré. C'est tout. On n'a pas VA, on n'a pas R, je le laisse comme ça. Quand on me donnera des valeurs numériques, je remplacerai. Alors là, ça c'est la question 2. Je vais vous la lire. Question 2. Représenter qualitativement les forces appliquées sur M au point N, sur la partie BC. Trouver l'expression de l'accélération. On suppose que ceci, cela. Déduire la vitesse au point C du trajet. Donc là, on va aller étudier le trajet BC, la partie BC horizontale, qui, je vous rappelle, possède une coefficient de frottement dynamique mu D1. Donc, il y a des frottements. Et puis, on vous demande de l'accélération. Trouver l'expression de l'accélération sur ce tronçon. D'accord, très bien. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement tracer les forces avant d'aller faire quoi que ce soit comme calcul. D'ailleurs, on nous l'a posé comme question pour nous aider. Représenter, si vous ne nous avez pas posé la question 1 et qu'on nous demande de calculer l'accélération, on doit d'abord commencer par tracer les forces. D'accord? Ne travaillez jamais un exercice dynamique sans tracer les forces. Ça vous facilite les choses. Vous pouvez il y a des gens qui arrivent à travailler en ayant les forces en tête. Mais là, si vous m'écrivez ça sans que je ne vois le dessin, il n'y a pas de note. Parce qu'il faut que je vois le tracé des forces. Est-ce que vous avez tracé les forces correctement? Par exemple, vous mettez une force C qui penche vers la droite. Eh bien non, puisque le mouvement se fait de B vers C, comme ça. C'est le sens du mouvement. Obligatoirement, comme il y a des frottements, la force de contact C doit pointer et être
penchée du côté opposé au mouvement. Donc, elle est penchée vers la gauche, de telle sorte que sa projection, ses parallèles, soit dirigée dans le sens contraire du sens du mouvement. Là, le mouvement, il va de B vers C. Voilà. Allez, rapidement. P plus C égale M1. Très bien. Je projette sur l'inscript. Maintenant, ça, j'ai détaillé dans l'exercice précédent, dans l'autre exercice, les projections. Maintenant, je les fais rapidement. Ça, vous connaissez, c'est bon. Donc, P plus C égale M1, il n'y a pas d'autre force. D'accord? Donc, regardez, je projette sur l'axe horizontal. Ça me donne sens contraire du mouvement. Donc, moins C parallèle égale M1. Et sur l'axe horizontal, si je considère que l'axe est dirigé vers le haut positivement, par exemple, OX', OY', ou la OX, OY, eh bien, le C perpendiculaire est dans le sens positif, pardon. Le P est dans le sens contraire, ça me donne plus C perpendiculaire moins P égale 0. Donc C perpendiculaire égale P égale MG. D'accord? Et enfin, si je manipule des forces de frottement, je dois rajouter une autre équation qui est la relation mu D1, sur la partie BCC mu D1, c'est le rapport C parallèle sur C perpendiculaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez. Moins C parallèle, c'est M1. C perpendiculaire, c'est MG. J'écris que mu D1, c'est M1. D'accord? Sur... Attendez, rapidement. Là, c'est pas ça ce que je voulais faire. Regardez. C parallèle, c'est M1. Non, C parallèle, c'est moins M1. Et c'est aussi, C parallèle, c'est quoi? C'est mu D1, c'est perpendiculaire. Donc, regardez, l'espace chat, je montre le détail. Donc, on dit moins C parallèle, c'est M1. Donc, C, voilà le parallèle, slash. C parallèle égale à moins MA. Aussi, C parallèle, c'est mu. Alors, je vais mettre mu carrément. Mu, voilà, D1, mu 1 multiplié par, très bien, c'est perp. Alors, mais qu'est-ce que je perp là? Je vais mettre perp. D'accord? Donc, ça me fait moins M multiplié par A égale à mu D1 multiplié par... Alors, c'est perp, c'est quoi? C'est MG. M par G par quoi? Mu D1 MG. Voilà. Très bien. Finalement, oui, parlez, je suis en train d'écrire. Finalement, pardon, parlez. Finalement, A, c'est moins G mu D1. Allez-y, parlez, posez la question rapidement. On est dès la zone de rouge. Non, mais je قلتي pardon. دوك نقول لكم علاه. حبيتي هكذا. باسكو شوفي ماشي انا دابا قلت لكم جوتيليز لو كوريجي دان اوتر انا كي نكتب اون جينيرال جيم بيان فير سا ريغاردي لا ميم فورمول هاي كيش نكتبها موان دوك تشوفي كيش نكتب انا كومون جيم écrire et ce que je dis aux étudiants évitez de manipuler هذه سي parallèles سي perpendiculaires يا اخي منين خرجناها c'est le module donc vous l'écrivez il n'y a pas mieux que d'écrire le module ça vous prend quelques secondes de plus mais ما تغلطوش vous ne risquez pas de vous tromper dans le signe. Voilà comment moi j'aurais écrit. Moi, c'est هذه هي la méthode تاعي. Moi, mais des fois, j'ai pas envie de trop trimballer les barres, mais je vous dis, c'est la meilleure. Moins c'est parallèle égale M multiplié par 1. تبعي. Et module de C perpendiculaire, de C perp égale, c'est combien? MG. Voilà. Et comme, regardez, module, l'espace chat, ceux qui ne savent pas, on est en train de faire ça, on est sur l'espace chat. Alors, ça me fait quoi? C'est parallèle, module égale mu D1 multiplié par quoi? Module de C perp. Et à ce moment-là, quand je fais ça, quand je vais à la formule moins C parallèle module égale MA,
je peux remplacer C parallèle module par mu D1, C perpendiculaire module. Et C perpendiculaire module, c'est MG. Donc, on a la même formule. D'accord? Est-ce que ça répond à votre... C'est, je préfère de la résolution. Vous ne vous trompez pas. Vous vous dites, est-ce que c'est parallèle, c'est valeur algébrique ou la valeur absolue? Non. Une fois que tout moins c'est parallèle, ça veut dire que vous avez pris le sens. Vous vous rendez compte que la projection de C, elle est dans le sens négatif, donc moins la valeur absolue. Ils aiment trop du négatif. Pour être sûr qu'elle soit négative, je mets moins valeur absolue. Sinon, si c'était des valeurs algébriques, c'est parallèle, c'est MA, valeur algébrique. On va être A, une valeur négative. Mais là, je suis obligée de préciser parce que l'exercice a les données sur la valeur absolue de ces parallèles. Mu D1, il relie la valeur absolue de ces parallèles, mais si la valeur absolue, module, en fait. Encore une fois, j'aime pas qu'on utilise les valeurs absolues pour les forces. C'est module, c'est 2 barres pour faire la différence entre la valeur absolue d'un chiffre, d'un nombre et le module d'un vecteur, d'accord? Alors là, si j'étais en plus, j'avais l'interface graphique avec les vecteurs, نزيد لك هذيك سي parallèle, هذا parce que l'espace chat, le clavier, نزيد نقول لك زيدي لي الفيكتور. Moins c'est parallèle, vecteur. Et c'est perpendiculaire, vecteur. Et mu D1, c'est module de ces parallèles, vecteur, sur module de ces perpendiculaires, vecteur. هكذا ما تتفلكش كاع les signes. Quand j'écris moins ces parallèles vecteurs, module de vecteur, ça veut dire que je sais que maintenant, le A تاعي تخرج لي négative. Parce que عندي moins quelque chose de positif. Je connais le signe. L'utilisation des modules vous permet de vérifier ce que غلطت ولا ما غلطتوش في la formule. نهار تكتبي module de C égale à moins 5, فيقي l'erreur. Oh, c'est un module à gauche, donc par définition, il est positif. Voilà, خرج لي négatif. Il y a une erreur dans les étapes. D'accord? Allez, je passe rapidement à la solution. Très bien. Donc, finalement, ça vous donne A égale moins G mu D1. Petite remarque, je retire l'accélération négative. Parce que quand je vois la formule, A, c'est moins G mu D1. Mu D1, jusqu'à preuve du contraire, c'est un coefficient de frottement dynamique, il est positif. G, c'est la gravitation, c'est positif. Ça veut dire que A, quand il est écrit comme ça, je vais trouver une accélération négative. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire une accélération négative physiquement? Allez, rapidement. Sachant que la vitesse est positive. Je précise. C'est une décélération. Très bien. Pourquoi? Parce que, Thomas, vous avez l'habitude de juger ça en faisant le produit V par A. Or, V, ici, elle est définie positive parce qu'elle est dans le sens du mouvement. Forcément positive. Donc, vous avez le produit AV qui est négatif. C'est un mouvement décéléré, retardé. Il est freiné, le mobile, la petite masse M, elle est freinée sur le tronçon BC. Maintenant, je pose une question. Elle est physiquement, d'après vous, elle est freinée sur le tronçon BC. Voilà, si je vois la projection des axes, c'est très bien. Vous avez une force de frottement dans la projection, mais il y a la vraie force de frottement, c'est la projection. C'est par elle qui pousse dans le sens contraire du mouvement. Donc, c'est une force résistante, pardon. Alors que dans le sens du mouvement, il n'y a aucune force. Il n'y a pas de force motrice. Très bien. Donc, vous n'avez pas de force motrice, mais vous avez une force résistante. Mais تقدروا تكونوا غير عندكم un freinage. ما كاينش حاجة qui pousse pour accélérer. D'accord? Vous avez une accélération, mais elle est négative. Donc, le produit AV étant négatif, c'est une décélération, c'est un freinage. C'est logique. Il n'y a aucune force qui pousse vers la droite, alors qu'il y a une force qui pousse vers la gauche, c'est la force de frottement qui gêne, qui empêche, qui essaie d'empêcher le mouvement. Alors, c'est une petite remarque physique, elle n'est pas à demander, mais il faut que vous sachiez répondre à la question si vous vous la posez. Voilà, l'accélération négative. Pourquoi l'accélération est donnée négative et on a obtenu un résultat négatif? Très bien. Donc, la question B de la question 2, la partie B de la question 2, c'est la suivante. Trouver l'expression de l'accélération au point M. On l'a trouvé, donc c'est le C que je cherche. On pose BC égale R, déduire l'expression de la vitesse au point C du trajet. C'est-à-dire qu'on vous dit dans cet exercice que maintenant,
Regardez l'exercice en haut, vous avez le tronçon BC. Imaginez que ce tronçon BC, la longueur TO, sa longueur est égale au rayon. On peut, soit on diminue le dessin, on fait un petit dessin comme ça avec une partie BC, petite partie, ou bien je dessine ce que je veux. L'essentiel, c'est que dans les données, j'utilise que BC, on nous le dit, c'est égal à R. On peut aussi faire un cercle avec un plus grand rayon de courbure, ça veut dire que la courbure تكون شوية هكذا, de telle sorte que le rayon de courbure soit égal à BC. Mais l'essentiel, le dessin. Le dessin, il est ce qu'il est, même si je dessine faux, ben, l'essentiel, c'est d'utiliser les bonnes données. C'est un prof de TD de physique en première année, quand j'étais comme vous en première année, qui nous disait la géométrie, c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Voilà, je vais faire un petit hommage à cet enseignant de physique. La preuve, je fous des années après, mais je me souviens de cette phrase. La géométrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Voilà. Donc, je continue. Trouver l'expression de la vitesse au point C. Encore une erreur de la part de celui qui a fait le corrigé, mais ce n'est pas grave. C'est partie C ici. Donc, on nous dit BC est égal à R. Trouver l'expression de la vitesse au point C. Je vous rappelle une relation que vous utilisez en terminale. Vous avez un mouvement en terminale ou avant. Moi, je la connais de la terminale. Entre le point B et le point C, vous avez un mouvement accéléré. Alors, accéléré ou décéléré. En tout cas, vous avez une accélération. Et vous dites la différence des vitesses, du carré des vitesses, est égale à 2 fois la distance multipliée par l'accélération. Donc, V final au carré moins V initial au carré, c'est 2 fois la distance multipliée par l'accélération. Donc, VC au carré moins VB au carré, c'est 2 fois BC multiplié par A. Or, ici, BC, c'est égal à R. Donc, regardez, VC au carré moins VB au carré, c'est 2 fois la distance R multiplié par l'accélération. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris que V au point C, c'est donc racine de 2RA plus VB au carré. Donc, j'écris la vitesse au point C, sauf que je n'ai pas la vitesse au point B. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, exactement. On l'avait calculé tout à l'heure à la fin de la question 1, qui est la suivante. VB, c'est racine de 2RG plus VA au carré. Et moi, j'ai besoin de VB carré, donc ça me donne 2RG plus VA au carré. Donc, au milieu, qu'est-ce que je pense, hein, parce que je n'ai pas raconté de bêtises. Voilà. Alors, le VB, j'écris que c'est 2RG plus VA au carré. Et le A ici, je le remplace parce que ce que j'ai trouvé, c'est moins G mu D1. Donc, avec le moins G mu D1, le R qui était multiplié par A avec le 2, et l'autre le 2RG plus VA carré, je fais la petite cuisine mathématique, je sors ça en facteur, 1 moins mu D1, et je garde le VA. C'est logique vu que regardez, le G je l'ai, le R je l'ai, le mu D1 je l'ai, et le VA c'est une donnée du problème. Donc c'est une relation entière, VC est entièrement définie. Si je le laisse comme ça par contre, non, puisque je n'ai pas VB. Mais si je remplace VB par ce que j'ai trouvé, j'ai une relation qui me définit entièrement VC. Très bien. Alors, la question 3 est la suivante. Question 3, je vais reprendre l'exercice. On donne G égale 10 mètres par seconde carré. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir faire les calculs numériques, puisqu'on nous a donné G. Donc, dans cette partie 3, petite précision, on fait les calculs. On peut faire les calculs numériques. Mais comme je vous ai dit, il faut d'abord écrire les formules, littéralement. L'angle alpha, il vaut 20 degrés. Le mu D2, on ne nous a pas donné mu D1, mais on nous a dit mu D2, c'est 0,5. Et CD, toujours encore la même hypothèse, CD est égal à R. Ça veut dire quoi? Ben, vous avez compris. La longueur du trajet sur la partie inclinée CD, c'est égal à R, le rayon de courbure de la partie circulaire. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on nous demande? Et là, question 3. Trouver, alors c'était quoi la question 3? Calculer l'accélération sur la partie inclinée. Alors là, regardez, vous avez le développement, somme des forces, P plus C, je projette, mais quand je vais vous projeter, vous allez me dire, pourquoi on a mis moins, pourquoi on a mis plus? C'est là où je vous ai fait, dans cette partie-là, A, et dans la partie C, un corrigé à part, où je montre le dessin des forces, d'accord? Donc, je vais couper le partage rapidement. Je vais couper le partage, et je vais vous montrer le complément de
D'accord? Je vais montrer le complément que j'ai fait à la main. C'est mon complément. Voilà, autorisé. Donc, on est dans la partie A. Est-ce que vous voyez le partage? Ça arrive? Voilà. Donc, Oui, sur cette m'entends. partie-là, j'ai appelé les axes, regardez, OX', Y', parce que le mouvement, je fais attention au sens du mouvement. C'est ça qui me permet de tracer les forces de frottement, parce qu'il faut que je détermine le sens du mouvement, le sens des axes, pour que je puisse projeter et tracer des forces de frottement qui sont contraires au sens du mouvement. Pourquoi c'est important de préciser ça et ça, pour que je puisse tracer et voir qu'est-ce qui est dans le sens positif et qu'est-ce qui est dans le sens contraire négatif. Voilà pourquoi c'est très important de tracer. Maintenant, ces détails-là, vous allez les voir dans le corrigé, sauf que ici, vous avez le dessin. Donc, vous couplez entre ce dessin-là et le corrigé. Mais là, j'ai répété, hein, j'ai refait. Donc, si vous regardez la question 3A ici entièrement, on n'a pas besoin de la traiter dans l'autre corrigé. C'est juste que il fallait tracer ça pour que vous voyez les axes. Alors, somme des forces, ben, ça n'a pas changé, c'est toujours juste le poids et le contact. Mais comme nous avons des frottements sur cette partie qui sont caractérisés par nu D1, et ben, vous avez une force de contact qui est penchée par rapport au sens du mouvement. Regardez, elle est penchée. On va diminuer un peu peut-être. Non, laisse tomber. Elle est penchée de telle sorte que sa projection soit dans le sens contraire au sens du mouvement. Très bien. Vous avez le poids, et comme je vais devoir projeter, vous avez la projection du poids sur l'axe perpendiculaire au plan. Ça, vous savez, vous avez fait ça 36 000 fois en terminale. Et vous avez la projection dans le sens du mouvement, c'est-à-dire le sens parallèle. Donc, quand je projette parallèle au mouvement et perpendiculaire au mouvement, c'est-à-dire les axes OX' et OY', respectivement, parallèle COX', perpendiculaire COY', je trouve sur l'axe parallèle, regardez, sens du mouvement plus, lui il est où? Il est dans le sens contraire, donc c'est moins C parallèle. Vous avez aussi moins PX', projection de P sur X', est égal à quoi? Est égal à M1. Donc, alors le PX', regardez ici, ça vous savez très bien de la terminale que l'angle alpha, il se retrouve ici, et donc ça, qui est ça, c'est P sinus alpha. Donc moins C parallèle, moins MG sinus alpha est égal à M1. Je l'encadre. Je vais voir l'axe perpendiculaire. Qu'est-ce qui est dans le sens positif et qu'est-ce qui est dans le sens négatif? Négatif plus c'est perpendiculaire. Alors ici, normalement, si je veux être rigoureuse ou pas rigoureuse, j'ai le droit d'écrire ça. On sait que quand on enlève le vecteur et les deux barres, on garde ces parallèles. Mais si vous voulez ne pas vous tromper dans le signe, vous mettez deux barres du module et vous rajoutez la flèche du vecteur. Moins C parallèle vecteur, moins P module vecteur, plus C, deux barres, module vecteur, moins P, je mets les deux barres vecteurs. Comme ça, je détecte le plus et le moins. Je détecte les valeurs positives et les valeurs négatives. Mais ça ira comme ça, d'accord? Donc, plus C moins PY, alors le PY, c'est MG cos alpha, ça vous donne CY, c'est MG cos alpha. Je vais pouvoir utiliser cette fois la relation, bien sûr, qui relie C parallèle à C perpendiculaire, en disant que C parallèle, c'est C perpendiculaire mu D2, donc c'est MG cos alpha mu D2. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais aller ici, moins, alors au lieu de mettre C parallèle, je mets mu D2, C perpendiculaire, donc moins mu D2, C perpendiculaire, moins MG sin alpha égale M1, et je remplace le C par MG cos alpha, ça me donne bien sûr A égale, vous faites la cuisine, vous simplifiez le M, et puis hop, vous avez A égale moins G, mu D2 cos alpha plus in alpha. Même remarque sans que je vous fasse intervenir, il n'y a pas le temps, vous avez une accélération qui est négative. Pourquoi? Parce que vous avez mu D positif, cos alpha positif, sin alpha positif, et puis vous vous dites, voilà, parce que quand je vois la projection des forces sur les axes, voici le sens du mouvement. Il n'y a aucune force qui soit dans le sens du mouvement et donc qui serait motrice. Il y a uniquement des forces dans les projections sont sur l'axe contraire au sens du mouvement, donc elles jouent une décélération. Il n'y a que du freinage, il n'y a que des forces résistantes. Il n'y a pas de force motrice. C'est logique qu'on ait une décélération, parce qu'on arrive avec une vitesse ici, il va pouvoir monter parce qu'il a une quantité de mouvement, mais ça ne fera que diminuer parce que toutes les forces le tirent vers le bas. Regardez, elles tirent vers le bas. Il n'y a aucune force qui tire vers le haut. Mais grâce à sa vitesse, il va pouvoir arriver à un certain endroit parce qu'il avait une vitesse. Alors, ce qu'on avait demandé, calculer. Alors, le calcul, moi, sur mon corrigé, je ne l'ai pas fait.
D'accord? Attendez, je regarde, est-ce que j'ai fait le calcul? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait, je vais repasser dans la partie donc corrigée de l'enseignant parce que la partie B, je l'ai traitée là-bas. Et je vais vous montrer le résultat. Donc, on a fait les calculs, on fait le calcul, cos alpha, sin alpha, vous faites ce qu'il faut et vous obtenez, corriger exercice 10, oui, exactement. Je reviens au partage. Vous obtenez toujours la même formule, bien sûr, on a fait les mêmes calculs, vous obtenez les mêmes formules et vous avez, pardon, ici, vous avez, ah, c'est pas là, non, c'est là. Regardez, A, c'est moins G mu D de cos alpha plus sin alpha, donc ça vous fait moins 8,1 mètres par seconde au carré. J'ai fait le calcul. On vous dit maintenant, et on va suivre ce corrigé, où est l'énoncé? Si la vitesse initiale de M est nulle, ça veut dire VA égale 0. Donc ici, on vous a donné VA égale 0. Quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? Donc on nous demande la valeur de mu D1, c'est-à-dire le coefficient de frottement, dans la partie BC. D'accord? On est en train de parler de la partie CD, mais on nous dit quelle doit être la pour ici, le mobile arrive au point D et s'arrête. Ça veut dire s'arrêter physiquement, du point de vue jamais de la vie. La vitesse égale à 0. Exactement, exactement. Il faut le garder en tête. On s'en fiche de l'accélération ou de la décélération. Physiquement, le mobile s'arrête, ça veut dire que sa vitesse est nulle. Point. Après, on verra pour l'accélération. On n'essaie pas de faire des hypothèses, d'accord? Nous, on sait que l'accélération est négative. On a compris physiquement pourquoi elle est. Ça ne changera rien que le mobile s'arrête au point D. Si on a une accélération plus importante, ça veut dire qu'il va s'arrêter avant le point D. Si elle est plus importante, même pas, c'est pas ce que je veux dire. Si elle est moins importante, donc il sera moins freiné, il pourra dépasser le point D. Mais nous, on veut la valeur de mu D1 pour qu'il s'arrête exactement au point D. Bon, c'est un exercice en même temps. C'est juste pour vous donner une vitesse qui puisse être formalisée facilement. Il n'y a pas mieux que l'arrêt pour dire la vitesse est nulle, d'accord? Alors, rapidement, je mets quoi? Je mets VD égale 0. Donc, dans la formule que j'avais calculée juste avant, d'accord? Rappelez-vous, question A, question 2, fin de la question 2, VC égale à racine de 2RG1 moins mu D1 plus VA carré. Si je mets V égale 0, ça me donne 2RG1 moins mu D1. C'est bien ça. Et aussi, il y avait une autre formule. Ça, je vais l'utiliser tout à l'heure parce que je n'ai pas mu D1. Et donc, l'autre formule, c'est quoi? Ah oui, la formule, je vais utiliser ça. Voilà. Toujours la même formule entre deux points, D, C et D. Je prends la fin moins le début. Je remonte un peu pour vous montrer ça. Regardez, la formule des vitesses carrées. VD au carré moins VC carré égale à 2 fois la distance CD. Mais on nous a dit que la distance CD, c'est égal à R. 2 fois R multiplié par l'accélération. Donc, regardez, c'est ce qu'on vient d'appliquer. VD carré moins VC carré, 2RA. Mais comme VD égale à 0, ça me donne VC au carré, c'est moins 2RA. Donc, c'est racine de moins 2RA. D'un autre côté, j'ai calculé VC dans l'exercice précédent. On a trouvé que c'était 2RG1 moins mu D1 plus VA carré. Sachant qu'on nous a dit la vitesse à l'instant T égale 0 est égale à 0. Donc, ça va me donner 2RG facteur de 1 moins mu D1. D'accord? Donc, ça donne quoi? Racine de 2RG1 moins mu D1 plus VA, mais ça c'est égal à 0, c'est égal à racine de moins 2RA parce que VC c'est VC, c'est la même formule. Donc, une expression de VC est égale à la deuxième expression. Donc, ça me fait, quand j'élève au carré pour pouvoir travailler, 2RG1 moins mu D1, c'est égal à moins 2RA. Et là, qu'est-ce que je fais? J'écris, ramener à droite, à gauche, petite cuisine mathématique, et ça nous donne mu D1, c'est 1 plus A sur G. Sachant que A, je l'ai calculé dans la question précédente, G, je l'ai, ça me donne mu D1 égale 0,19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je choisis
la surface BC, surface horizontale, de telle sorte que son mu D1 soit égal à 0,19 et que je démarre la masse 1, M, sans vitesse initiale, je la lâche directement au point A, VA égale 0, elle va arriver exactement au point D, elle va s'arrêter exactement ici. Voilà que je veux dire cette question. Alors on attaque rapidement la question prochaine, s'il vous plaît, faites vite parce que j'ai un cours. Alors là, il faut que je lise, là on quitte le partage et on arrive à, on reprend le partage, le corrigé que j'ai fait, le petit complément, parce qu'encore ici, j'ai besoin, comme jamais, de voir le dessin des forces, tracer des forces pour pouvoir faire mon raisonnement. Je vais diminuer ici, je vais mettre 40. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que je peux lire en même temps ça et ça? Oui, je peux lire, d'accord? Donc la question c'est, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD? Oh. Donc ça, c'est la question C. Et je vous la lis directement sur l'énoncé. Dans ce cas, dans quel cas? Dans le cas où je démarre avec VA égale 0, d'accord? Je démarre avec VA égale 0 et je suis arrivé à VD avec une vitesse nulle. Donc je suis dans ce cas. Est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD? Justifiez votre réponse. Alors là, il faut suivre mon raisonnement. Il faut suivre mon raisonnement, c'est le suivant. Suivez bien ce que je vais dire. Donc, quand j'arrive à ce point-là, il faut vous imaginer que j'ai un angle alpha. Nous, on nous a donné l'angle alpha, c'est 20 degrés. Mais quand je résous l'exercice, je me dis que ce point, la masse M arrive au point D pour qu'elle puisse descendre, ça dépend de l'angle. Par exemple, si l'angle est trop bas, vous vous dites que c'est plus difficile que si l'angle est plus grand. Parce que quand j'augmente l'angle, je lui facilite la descente. C'est G sinus θ. N'oubliez pas, d'accord? Parce que la descente, le sens du mouvement, il est regardez comment. La force qui joue le rôle de force motrice, c'est la projection du poids. C'est mg sinus θ, sinus alpha, pardon. Donc, l'accélération, c'est G sinus alpha, plus l'angle alpha est grand, plus sinus est grand. Donc, déjà, en raisonnant physiquement, je sais que à partir d'un certain angle, la masse au point D va pouvoir descendre. Mais si je suis au-dessous, elle ne pourra pas descendre. Si j'arrive à un angle limite, elle peut descendre. Mais si j'augmente, elle pourra toujours descendre. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que l'angle limite, la limite, d'inclinaison de CD à partir duquel la masse M peut redescendre, je l'appelle alpha min. Et à ce moment-là, juste avant, elle n'arrive pas à bouger, juste après, elle arrive à bouger, on est dans une situation d'équilibre limite, ou une limite d'équilibre. Donc, à cet instant-là, à cette situation-là de alpha minimum, je dis que la somme des forces est égale à 0, parce qu'elle ne bouge pas, et juste après l'angle alpha min, elle va pouvoir bouger. Donc, j'utilise la valeur de mu statique, parce qu'on a dit qu'en cours, on définit mu statique dans une situation de limite d'équilibre. Donc, mais je suis sur le plan CD, donc je mets mu S2. On ne me l'a pas donné, mais je peux l'appeler. Je peux faire un raisonnement physique et me dire, cette surface, elle a un coefficient de frottement dynamique mu D2, mais aussi elle a un coefficient de frottement statique mu S2. Et donc, la valeur du coefficient, sauf que je ne l'ai pas. Je vais utiliser le raisonnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, de me dire que on sait très bien en cours que le coefficient de frottement statique est toujours plus grand que le coefficient de frottement dynamique. Mu S2 est supérieur à mu D2. Mais mettez-vous à ma place, je n'ai pas de valeur de mu S2. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, allez, je vais prendre la valeur minimale de mu S2 en disant, ça ne peut pas être au-dessus de mu D2. C'est toujours plus grand que mu D2. Je fais le raisonnement avec mu D2. Donc, je prends la valeur minimale de mu S2. Ça ne peut pas être plus bas que mu D2, d'accord? C'est toujours plus grand que mu D2, mais comme je n'ai pas de valeur numérique, je vais prendre mu D2. La valeur que je vais donner à mu S2 que je n'ai pas, je vais prendre mu D2, je fais le raisonnement avec cette valeur-là. Donc, je remplace mu S2 par mu D2 en me disant, c'est une valeur minimale. C'est sûr que ça sera au-dessus de ça, d'accord? Très bien. Donc, je prends 0,5 et je dis que je suis en situation d'équilibre limite, somme des forces égale 0. Qu'est-ce que je fais? Je trace les forces. Ah, ça change. Pourquoi je vous ai fait le dessin? Parce que quand vous tracez, vous parlez de la descente,
le sens du mouvement va être dirigé vers le bas. Par exemple, pouvez changer la direction. Donc la force C, elle va être cette fois dirigée du côté droit parce que sa projection doit être dans le sens contraire du mouvement. Et vous voyez bien que la force P, projection de P sur l'axe des parallèles, c'est P sinus alpha, elle est dans le sens du mouvement. C'est elle qui va jouer le rôle de force motrice. Sauf que vous avez quand même quelque chose qui gêne, c'est la force de frottement, c'est la projection. C'est pour ça que ce n'est pas gagné qu'elle puisse descendre. Ça se joue entre est-ce qu'elle va augmenter, est-ce que P parallèle va compenser ces parallèles ou être relbou ces parallèles. C'est ça qu'on va étudier. D'accord? Donc, je fais les projections. Je suppose ici que j'ai mis OX prime, Y prime dans le sens du mouvement. Là, je ne les ai pas tracés. Mais vous les imaginez dans le sens du mouvement. Parce que regardez, moi, mais attention, X prime, Y prime, mais chute à la question précédente. Je me suis trompée. Je les ai mis dans le sens du mouvement. Si vous préférez, au X seconde, au Y seconde. C'est un autre axe. Ou là, ça veut dire que donc moi, je sais que je ne me suis pas trompée. Il aurait fallu que je les dessine, que je les dirige dans le sens du mouvement. Et que j'appelle donc, pour que ça soit différent, au X seconde, au Y seconde. Mais allez, supposons que d'être au X seconde, au Y seconde. Donc dans le sens du mouvement, c'est plus P parallèle, c'est plus mg sinus alpha minimum, la saturation minimum, moins C parallèle égale 0. Et dans l'axe perpendiculaire, plus C perp égale mg cos alpha min. Maintenant, C parallèle sur C perpendiculaire, c'est mu S2. Que bien sûr, mu S2, comme on n'a pas de valeur, on va prendre la valeur minimale comme étant celle de mu D2. Qu'est-ce que je fais? Donc, je traficote ces deux relations pour sortir quelque chose. C parallèle, c'est mu S2, c'est perpendiculaire, c'est mu S2, mg cos alpha. Et d'un autre côté, c'est mg sinus alpha. Donc, mg sinus alpha, c'est parallèle sur ces perpendiculaires, je remplace mg sinus alpha en haut, en bas, c'est mg cos alpha min. C'est égal à tangente alpha min. Maintenant, sinus sur le cosinus, c'est égal à tangente alpha. Et c'est égal, d'après cette relation, à mu S2, qui, je vous ai dit, on va prendre la valeur de mu D2 qui vaut 0,5. D'accord? Ça me donne quoi? Tangente alpha, c'est 0,5. Dès la calculatrice arc tangente, ça vous donne alpha minimum, c'est 26 degrés. Heilig. Alpha minimum, c'est 26 degrés, 56. Or, dans notre exercice, où je calme l'inclinaison du plan CD, c'est 20 degrés. Ça veut dire qu'à partir de 26,56, on peut descendre la portion CD. Sauf que l'angle تاعنا, il est au-dessous de cette limite. Est-ce que تحبط ولا ما تحبطش finalement? Voilà, parce qu'elle est inférieure à la limite qu'on a calculée en faisant notre raisonnement physique. Donc, je peux répondre à la question, non, la masse M ne peut pas redescendre. Alors là, je vous dis franchement, revoyez l'exercice, revoyez bien. Si vous n'avez pas compris, vous posez question, soit dans le mail, soit pendant la séance prochaine, parce que je dois absolument quitter la séance. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour l'attente, parce que ça a dépassé le temps limite. Mais je tiens à préciser que j'ai dépassé parce qu'il fallait qu'on reste concentré sur cette partie-là. Sinon, il aurait fallu redémarrer des zéros et réexpliquer les choses. Donc, je vous remercie d'être resté. Et je vous dis, Inch'Allah, à la séance prochaine, je vais vous envoyer les corriger le plus tôt possible. Pas tout de suite, mais Inch'Allah, l'après-midi ou demain, Inch'Allah, le soir. Hein, demain, Inch'Allah. D'accord. Donc, si vous avez des questions, soit vous me les envoyez par mail, vous ne pouvez pas attendre, ou bien vous attendez la séance prochaine. C'est comme vous voulez. Allez, je vous dis au revoir, bonne journée et merci pour votre attention. Au revoir. Merci, maman.